Bonsoir. Donc, je vais vous parler ce soir des divas de Mendelssohn. C'est un titre qui peut paraître un peu surprenant, puisque, comme vous le savez sans doute, Mendelssohn a écrit très peu d'opéras, et en plus, aucun n'est vraiment passé à la postérité et n'est devenu célèbre. En revanche, vous le savez, Mendelssohn est très connu pour ses œuvres symphoniques de musique de chambre, ses mélodies, ses pièces pour orgue, ses œuvres sacrées. Alors, en revanche, Mendelssohn, comme tous les compositeurs de son époque, était très attaché à tout ce qui était la voix, était fasciné par la voix et fasciné par les chanteuses de son époque, notamment par Maria Malibran, la légendaire Maria Malibran, pour qui il a écrit une grande scène de concert qui a été récemment enregistrée par Cecilia Bartoli et qui est sortie en disque. Mais la diva de l'époque de Mendelssohn, la plus liée à Félix Mendelssohn, c'est très certainement Jenny Lind. Jenny Lind, c'est une soprano suédoise née à Stockholm en 1820. Elle commence très jeune, comme beaucoup de cantatrices de son époque. Elle est déjà sur les planches à 10 ans. Et à 18 ans, elle est déjà à l'Opéra Royal de Stockholm, et pas dans n'importe quel rôle, puisqu'elle chante Agathe du Freischütz de Weber, qui est quand même un rôle extrêmement important. Elle ne ménage absolument pas sa voix, elle n'est pas très bien formée techniquement. Du coup, en 1 an et demi, elle casse sa voix complètement, c'est-à-dire qu'à même pas 20 ans, elle n'a plus de voix. Problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de partir pour Paris, où elle va travailler avec Manuel Garcia, le plus célèbre professeur de chant des années 1830-1840, qui se trouve être le frère de Maria Malibran et de Pauline Viardot. Donc c'est lui qui lui remet tout en place. Elle est dans un tel état de délabrement vocal qu'il ne peut pas commencer à travailler d'emblée. Il lui dit « Reposez-vous d'abord, laissez vos cordes vocales se reposer, puis après, on pourra commencer à vraiment travailler, parce que là, on part dans le mur. » Donc elle commence à travailler avec lui, elle reconstruit progressivement sa voix, et elle repart à Stockholm, où elle recommence sa carrière avec quelques beaux succès. En 1843, elle commence à voyager à l'étranger et on la retrouve à Copenhague, à l'Opéra Royal du Danemark. Et c'est là qu'elle brise son premier chœur, qui est le chœur de Hans Christian Andersen, l'auteur des célèbres contes, qui tombe éperdument amoureux de Jenny Lind, qui donc à l'époque a 22 ans, qui lui écrit des lettres enflammées. Bon, Jenny Lind ne donne pas suite, préfère pas et en rester à une amitié, à une relation platonique, et une amitié qui durera d'ailleurs dans les années qui suivent. Mais en revanche, Andersen est tellement marqué par Jenny Lind qu'il semble que ça soit en mémoire d'elle, en l'ayant en tête, qu'il ait écrit son célèbre conte « Le Rossignol et l'empereur de Chine », qui a donné l'opéra Le Rossignol de Stravinsky. Vous savez que c'est ce conte où l'empereur est calmé et rendu heureux par la voix d'un vrai rossignol. Un jour, on lui offre un rossignol mécanique et il est tellement content du rossignol mécanique, il peut en faire ce qu'il veut, qu'il renvoie le vrai rossignol dans sa forêt. Sauf que le jour où le rossignol mécanique est cassé, eh bien, l'empereur dépérit et s'approche de la mort. Et là, le vrai rossignol accepte de venir rechanter pour lui. Le rossignol de Hans Christian Andersen, c'est Jenny Lind. Mais Jenny Lind ambitionne de faire vraiment une carrière glorieuse. Et en 1844, elle est engagée à Berlin. Et là, elle fait ses débuts dans Robert le Diable, dans Norma. Et là, elle devient vraiment une cantatrice célèbre. C'est là qu'on commence à l'appeler le rossignol suédois, entre l'histoire d'Andersen et le fait qu'elle chante comme un rossignol. Jenny Lind, pour définir sa voix, a une voix assez légère, extrêmement virtuose. Donc ce n'est pas forcément la voix que vous entendez aujourd'hui pour Norma, mais elle fait quand même Norma. Et elle commence alors là une carrière vraiment importante sur le plan international. Et en 1847, arrive à Londres. À Londres, elle se produit devant la reine Victoria, dans Robert le Diable de Meyerbeer, une fois de plus, et la reine Victoria s'entiche complètement de Jenny Lind et décide que ça sera l'une de ses divas favorites et lui offre la possibilité de rester à Londres. Elle a un contrat à Londres et c'est là que son chemin croise celui d'un certain Giuseppe Verdi.
Vous savez, c'est l'époque où, dans la carrière de Verdi, on l'appelle les années de galère, c'est l'époque où Verdi est obligé, contraint, de composer sur des sujets qui ne l'intéressent pas forcément, pour des théâtres un peu autour du monde. Il se déplaît profondément à Londres. Quand vous lisez la correspondance de Verdi, c'est hallucinant. Il déteste tout. Le climat, la ville, les gens, les Anglais, enfin, rien ne lui plaît à Londres. Il vit un vrai calvaire, sauf qu'il est venu proposer un nouvel opéra, I Masnadieri, Les Brigands, qui est, d'après Schiller, qui est créé en juillet 1847 à Londres. Qui est sa principale interprète? Jenny Lind. Alors là, en plus, ça commence mal, parce que tout le monde adore Jenny Lind, la reine Victoria s'en est entichée, mais Verdi, elle ne lui plaît pas. Jenny Lind, il la trouve froide, et il dit une formule très intéressante, elle n'est pas supérieure à celles qui l'ont précédée, ce qui est vraiment pas un très joli compliment. Mais bon, il doit faire avec. Jenny Lind, c'est la nouvelle étoile de Londres, et il écrit donc le rôle d'Amalia dans I Masnadieri pour elle. Vous allez entendre maintenant, je vais vous faire écouter un air d'Amalia di Masnadieri, qui a donc été écrit spécifiquement pour Jenny Lind, puisque Verdi, connaissant ses possibilités, lui a écrit exactement l'air comme elle le souhaitait. Je vous le rappelle, c'est l'époque où les compositeurs, quand ils avaient une diva devant eux, ils étaient obligés de passer par ces 4 volontés, et même s'ils n'avaient pas envie d'écrire pour ses spécificités vocales et techniques, bon, ben, ils étaient obligés de le faire. Donc Verdi le fait. Vous allez entendre d'abord un passage lent qui apparemment n'était pas le grand moment de Jenny Lind le soir de la création, mais vous allez entendre un passage rapide, hérissé de trilles. Vous savez, c'est ce motif musique en chant, ou d'ailleurs en instrument, c'est la répétition de 2 notes que vous faites vibrer très très rapprochées, de manière très très rapprochée. Vous allez en entendre un festival, c'était la spécialité du rossignol suédois, elle trillait comme personne. Donc Verdi le sachant, elle lui a dit « j'aimerais bien avoir des trilles ». Vous voulez des trilles? Ben vous allez en avoir. Donc vous allez entendre dans l'air d'Amalia di Masnadieri un festival de trilles, de notes piquées, qui était vraiment la grande spécialité de Jenny Lind. La scène, je vous décris brièvement la situation. Amalia est amoureuse d'un jeune homme, d'un jeune aristocrate qui s'est fait bandit par désespoir, il est devenu brigand. Elle croit que le père de ce jeune homme est mort et vient se recueillir sur la tombe de celui qu'elle considère un peu comme son père. En fait, il n'est pas mort, mais ça, on le découvrira plus. Vous savez, c'est le genre de livret un peu invraisemblable. Donc, l'air lent, elle déplore la mort de ce vieillard qu'elle aimait tant. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un arrive et lui dit « vous savez, le bandit, le fils, là, celui que vous aimez, il n'est pas mort, il est vivant. » Et là, elle explose dans un délire de joie et d'extase qui est évidemment traduit par les notes piquées et les trilles de Jenny Lind. Vous allez entendre cet air par James Sutherland qui le chante comme personne et dont la maîtrise du trill, j'attire votre attention sur le fait qu'elle trille sur toute, comme Jenny Lind, sur toute l'étendue du registre. Il y a des trilles graves, des trilles dans le médium, des trilles dans l'aigu. Donc c'était vraiment le cheval de bataille et Sutherland, c'était un de ces chevaux de bataille. Je vous laisse découvrir en 1962, absolument exceptionnel. Voilà le nouveau rossignol suédois qui était James Sutherland, pas suédoise, le rossignol australien en l'occurrence, mais qui recréait le mythe du rossignol suédois. C'est très intéressant parce que Sutherland avait enregistré cet air pour un album de 2 disques qui s'appelait Command Performance et qui était entièrement dédié aux divas favorites de la reine Victoria, dont Jenny Lind, et ce qu'elles avaient l'habitude de chanter quand la reine Victoria, au lieu de l'opéra, les confiait dans son salon à Buckingham ou à Windsor et leur faisait chanter ses airs favoris à elle et accessoirement aux chanteuses invitées à la soirée en question. Donc, nous sommes en 1847 au moment de la création d'I Masnadieri de Verdi avec Jenny Lind, une année importante pour elle donc, mais une année très triste pour elle, puisque quelques mois après la création d'I Masnadieri, à la fin de l'année 1847, meurt Félix Mendelssohn, son excellent ami Mendelssohn. Elle l'avait connu en 1844 à Berlin, et d'emblée, Mendelssohn s'était complètement, mais vraiment enthousiasmé pour la personnalité artistique de Jenny Lind, pour sa voix. Il l'avait dirigée à Leipzig en 1845, l'année suivante, donc dans un concert. Et en 1846, il songe d'abord à lui écrire un opéra,
qui s'appelle Lorelei en allemand, un opéra inspiré de la légende du Rhin, de la Lorelei, qui malheureusement ne sera jamais terminé et ne verra donc jamais le jour. Mais en revanche, il écrit, en pensant à elle, un oratorio, qui est son oratorio Elias, ou Elijah dans sa version anglaise, puisque Mendelssohn l'a écrit à la fois en anglais et en allemand. En 1847, Mendelssohn meurt, et Jenny Lind est totalement effondrée. Elle écrit dans ses mémoires « Il était le seul homme qui apportait du contentement dans mon âme ». Certains se sont même demandé jusqu'où étaient allées les relations entre Mendelssohn et Jenny Lind. Lui, à l'époque, était un homme très beau, très jeune, très courtisé par toutes les femmes de la société européenne, très admiré en Grande-Bretagne, lui aussi adoré par la reine Victoria. On a longtemps pensé que la relation avait été platonique et une admiration réciproque, et en fait, des recherches récentes auraient montré que Mendelssohn, cette même année 1847, aurait écrit des déclarations d'amour enflammées à Jenny Lind, lui aurait proposé de s'enfuir avec elle, que tous les deux s'enfuient en Amérique ensemble. Mendelssohn, je vous le rappelle, était marié et avait 5 enfants. C'est peut-être la raison pour laquelle Jenny Lind n'a pas accepté, et menaçant même de se suicider si elle refusait de prendre le bateau avec lui pour l'Amérique. Bon, il y a un clan d'admirateurs de Mendelssohn qui refusent cette histoire, d'autres qui disent que c'est très certainement vrai. C'est très difficile à savoir puisque le mari de Jenny Lind a détruit la lettre de Mendelssohn où il écrivait à Jenny Lind, donc on ne sait pas. Mais le mari, c'est une histoire absolument rocambolesque. Si vous voulez suivre le feuilleton, vous pouvez. J'ai essayé de démêler ça, c'est assez hallucinant. En fait, le mari de Jenny Lind aurait plus tard dit qu'il avait détruit la lettre. Donc vous voyez un peu comment on peut reconstituer. Bref, une chose est sûre, Jenny Lind est effondrée. On lui demande de chanter Elias, qui a été en quelque sorte écrit pour elle, même si elle ne l'a pas créé en 1846. Elle ne veut pas. Elle accepte en fait, 1 an après la mort de Mendelssohn, pour l'anniversaire de sa mort, en 1848, et elle donne le fruit de la recette du concert à une œuvre de charité. Elle était très œuvre de charité, Jenny Lind. Elle avait une certaine fortune personnelle avec les contrats, avec ce que lui rapportaient ses contrats, mais elle tenait quand même à donner beaucoup à des œuvres. Et là, elle crée une bourse Félix Mendelssohn destinée à récompenser un jeune compositeur. Et celui qui obtient la bourse la première année en 1848 s'appelle Arthur Sullivan. Je pense que ce nom vous dit quelque chose. C'est le compositeur des opérettes anglaises Gilbert et Sullivan, dont la plus célèbre est le Mikado. C'est lui qui, à l'âge de 14 ans, obtient la première bourse Félix Mendelssohn, créée par Jenny Lind avec les recettes de l'exécution d'Elias. Je vais maintenant vous faire entendre un extrait d'Elias, l'air de la soprano qui ouvre la deuxième partie, l'air donc écrit pour Jenny Lind, parce que Mendelssohn adorait une note chez Jenny Lind, c'était le fa dièse. Il trouvait qu'elle avait un très joli fa dièse. Depuis 1844, il en était persuadé. Et donc, il lui écrit un air au début de la deuxième partie d'Elias, entièrement construit autour du fa dièse. Vous allez entendre, c'est la première note que fait la soprano. Elle la refait aussitôt. Et vous avez plein de fa dièse jusqu'à la fin de l'air, parce qu'il estimait que c'était la meilleure note de Jenny Lind. Vous allez entendre cet air par une autre soprano, Soile Isokowski, accompagnée par Philippe Herweg à l'orchestre. Voici donc l'air d'Elias, écrit par Mendelssohn en pensant à Jenny Lind, et vous avez pu remarquer par rapport à la manière dont Verdi écrivait pour elle, qu'il ne s'attachait pas du tout aux mêmes aspects de sa voix, puisque vous avez pu entendre dans ce morceau, il n'y a pas de trille, il n'y a pas de suraigu, c'est même une tessiture assez centrale, comme quoi un compositeur ou 2 compositeurs d'écoles différentes peuvent s'attacher à 2 aspects différents de la personnalité vocale d'une cantatrice. Nous sommes en 1848 quand Jenny Lind, pour le premier anniversaire de la mort de Mendelssohn, accepte de chanter son oratorio Elias. Quelques mois plus tard, Jenny Lind s'arrête de chanter. À 29 ans, elle met fin à sa carrière à la scène et annonce qu'elle ne se consacrera plus qu'au concert. Impossible de savoir pourquoi. Elle n'a jamais expliqué pourquoi elle-même, personne ne sait. À 29 ans, elle décide, le théâtre, l'opéra, c'est fini. Je ferai des concerts, évidemment, avec des airs d'opéra. Elle est engagée par Barnum, le célèbre impresario, celui du cirque Barnum, qui lui fait faire des tournées extrêmement lucratives en Amérique. En 1852, alors qu'elle fait sa dernière tournée, elle se marie.
Elle rentre en Europe et elle a 3 enfants. Elle refuse absolument de céder à toutes les supplications de ceux qui lui disent « Mais revenez à l'opéra, vous n'avez après tout que 30 et quelques années. Non, non, c'est fini, je ne veux plus. » En revanche, elle continuera à chanter en concert jusqu'à un âge avancé, puisqu'à 65 ans, elle donnera encore des concerts. Et Jenny Lind s'éteindra à Londres, où elle avait élu domicile, en 1887, à l'âge de 67 ans. Voilà donc comment s'achève la vie de Jenny Lind, avec plein d'énigmes, plein de points d'interrogation entre l'admiration réciproque, appelons ça comme ça, entre elle et Mendelssohn, jusqu'à cette décision inexplicable de s'arrêter à 29 ans alors qu'elle chantait encore très bien. C'est quelqu'un qui a durablement marqué l'histoire de l'opéra, et c'est vrai que son surnom, le rossignol suédois, est toujours resté dans les mémoires. Merci. Et je vous souhaite maintenant un bon concert avec des pièces de Mendelssohn.